Tu es programmeur depuis ton plus jeune âge. Tu as commencé à coder à 10 ans. Les premières choses que tu as construites étaient un jeu vidéo à 11 ans. Et puis finalement, 10 ans plus tard, à 21 ans, tu as programmé les premières versions de VK tout seul. Peux-tu me parler de ton parcours en programmation qui t'a conduit à la création de VK? Quelle était la stack technologique de VK? C'était principalement du PHP. Comment as-tu appris à programmer des sites web, tout ça? Je n'étais pas intéressé par la programmation de sites web au début. Je n'avais même pas accès à Internet quand j'avais 10 ans, mais j'aimais les jeux vidéo. Je n'en avais pas assez. Et cette rareté m'a forcé à commencer à les créer moi-même, à programmer plus de jeux vidéo, juste pour pouvoir y jouer. Ouais, C'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dont on ne se rend pas forcément compte, mais la pénurie mène à la créativité. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de personnes qui sont passionnées par la programmation venant de l'Union soviétique ou d'autres endroits qui n'avaient pas vraiment accès à la technologie moderne, et plus important encore, au divertissement moderne. C'est que peut-être on n'était pas autant distrait par toute cette abondance de différentes options de divertissement, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir ces options. C'est juste un fait que nous n'apprécions parfois pas toujours. Donc j'ai commencé à créer des jeux vidéo. Mon frère me guidait parfois. Par exemple, je créais un jeu de stratégie au tour par tour, bien sûr en 2 dimensions. À l'époque, la 3D c'était trop pour moi. Mais ce n'était pas aussi fluide que j'aurais aimé, en termes de défilement, en termes d'images par seconde, de paramètres, et donc, j'ai demandé à mon frère comment l'optimiser. Il me guidait et ce type d'apprentissage, ce type de formation, ça a réellement façonné mes compétences en programmation quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai commencé à créer des jeux vidéo pour mes camarades de classe. Quand on était en train de jouer, par exemple, au morpion sur un terrain infini dans ma classe pendant les pauses. Tu sais, pas le morpion classique, le 3 aligné. C'est un peu comme le 5 en ligne sur un terrain infini. C'est un jeu bien plus intéressant. Et ça devient vite assez compliqué si tu continues à y jouer. Mes camarades de classe l'adoraient, et certains de mes camarades étaient vraiment intelligents. Il y avait des champions des Olympiades de mathématiques, des fils et filles de professeurs à l'université. Et j'ai décidé, non, je veux gagner à chaque fois. ouais. Je voulais perdre aucune partie, aucune. Alors comment gagner? Je devais m'entraîner davantage. Mais comment m'entraîner plus? J'ai besoin d'un adversaire plus fort que moi. Alors, c'est là que j'ai programmé ce jeu pour jouer contre l'ordinateur. Et l'ordinateur devait calculer, je crois, 4 coups à l'avance, afin de choisir la stratégie optimale. Ce n'était pas suffisant. 4 coups à l'avance, je le battais encore. Mais quand j'essayais de calculer 5 ou 6 coups, ça devenait trop lent. Alors, j'ai demandé à mon frère, aide-moi ici. Donc il conçoit cet algorithme. Finalement, je me suis entraîné à gagner à chaque fois, même avec l'ordinateur à l'époque. À l'époque, on n'avait pas encore de processeur moderne et je pouvais encore garder un peu de confiance en moi. Je retournais à l'école pendant les pauses, je jouais contre mes camarades de classe et rapidement les gens ont commencé à perdre de l'intérêt. Aucun de mes camarades ne voulait plus jouer à ce jeu. J'avais tué le jeu. Ouais. Donc, après ça, quand je suis entré à l'université d'État de Saint-Pétersbourg, c'était assez ennuyeux d'étudier, juste parce que c'était trop facile. Alors, je me suis dit, que puis-je faire là-bas? J'ai d'abord créé un site web pour les étudiants de ma faculté. J'ai organisé la création de réponses numériques pour tous les examens de l'université et aussi une version numérisée de tous les cours, ce qui était quelque chose de très unique à l'époque. Je rappelle que c'était il y a 25 ans. J'avais mis en place un site internet où je publiais tous ces contenus et très vite,
il est devenu super populaire. J'ai ouvert un forum de discussion là-bas. Et puis, en quelques années, je me suis étendu à mon université avec tous ces autres départements avant de m'étendre à d'autres universités. On a fini par avoir des dizaines de milliers d'utilisateurs, juste en tant que portail étudiant. Nous avions toutes sortes de fonctionnalités sociales là-bas, des listes d'amis, des albums photos, des profils, des blogs et tout ça. C'était assez réussi. Et après avoir obtenu mon diplôme universitaire, l'un de mes anciens camarades de classe de l'école m'a contacté. Après avoir lu un article sur mes succès dans un journal, c'était le principal journal économique de Saint-Pétersbourg, il m'a demandé si j'essayais de créer un Facebook russe. J'ai répondu, je suis pas sûr. C'est quoi Facebook? Alors, on s'est rencontrés. Comme il avait été diplômé d'une université américaine 2 ans plus tôt, il m'a montré Facebook. Et j'ai pensé, eh bien, j'ai déjà à peu près toute cette technologie, mais c'était vraiment précieux de comprendre quels éléments du projet je devrais enlever ou modifier pour faire évoluer le projet et pouvoir atteindre des millions d'utilisateurs. C'est aussi quelque chose que les gens n'apprécient pas, mais parfois, pour avancer et avoir plus de succès, il faut se débarrasser de certaines choses, y compris la technologie. Éliminer des fonctionnalités est super important. Simplifier. À la fois pour faire évoluer le projet et pour que ça soit plus facile de faire grandir la base d'utilisateurs, que les gens comprennent immédiatement. Oui, sinon c'est trop compliqué pour le nouvel utilisateur. Les utilisateurs existants seront contents, ils te féliciteront et ils te demanderont d'ajouter encore plus de fonctionnalités pour que ça devienne encore plus compliqué. Donc, c'est assez facile de perdre le fil et de se désorienter si tu te bases uniquement sur les retours des utilisateurs existants. Donc, finalement, j'ai lancé un site web appelé VKontact ou VK, ça veut dire en contact en russe. Initialement pour résoudre mon propre problème personnel. J'ai obtenu mon diplôme universitaire la même année et je voulais rester en contact avec mes anciens camarades de classe, ainsi qu'avec les autres étudiants de mon université. Et bien sûr, à 20 ans, je voulais rencontrer d'autres personnes, y compris des jolies filles. Donc j'ai commencé à le construire à partir de rien. Pour la construction de ce site-là, je me suis dit que je n'utiliserais aucune bibliothèque ou de module tiers parce que je veux que ce soit aussi efficace que possible. J'étais obsédé par chaque ligne de code. Mais comment on lance quelque chose d'aussi énorme? Tu vois, je n'avais aucune expérience préalable pour créer un projet d'une telle ampleur qui allait impliquer absolument tout. Avant, j'avais tendance à réutiliser certaines solutions déjà existantes. Mais cette fois, je voulais tout construire à partir de zéro. Alors, j'ai appelé mon frère. À ce moment-là, il était post-doctorant en Allemagne, à l'université Max Planck. Je lui ai demandé par quoi est-ce que je devrais commencer. Et il m'a dit, crée juste un module pour autoriser les utilisateurs, un module juste pour se connecter. Ouais. Pas même pour s'inscrire, juste pour se connecter. Parce que là, tu peux pré-remplir la base de données avec des identifiants, des emails et des mots de passe. Mais peu importe. Une fois que tu vois que tu peux taper ton mot de passe et ton email, et que tu es connecté, et que ça t'affiche bonjour avec ton prénom, alors là, tu commences à avoir une idée claire de la direction à prendre pour la suite. Ouais, je veux dire, c'est vrai. C'est l'un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçus dans ma vie. Et ça a parfaitement fonctionné d'ailleurs. J'ai commencé à le construire et d'un seul coup, sans m'en rendre compte, j'avais sur ce site des albums photos, des messages privés. Ce livre d'or, on l'appelait le mur à l'époque sur VK, et je crois aussi dans les débuts de Facebook. Et puis, on a fini par construire quelque chose d'encore plus sophistiqué que Facebook à l'époque, avec encore plus de fonctionnalités. J'avais une petite amie à l'époque, et je lui ai demandé
il faut trouver un moyen de constituer une base de données recensant toutes les écoles et toutes les universités russes, ainsi que leurs départements et subdivisions. Elle a fait un excellent travail pour essayer de trouver toutes ces informations en ligne ou parfois en écrivant des emails aux universités en disant « Quel département avez-vous exactement en ce moment-là? On a besoin de savoir ». Ou bien elle contactait le ministère de l'Éducation, d'abord en Russie puis en Ukraine, et puis finalement en Biélorussie et au Kazakhstan et d'autres pays, où VK est devenu le réseau social le plus grand et le plus populaire. Alors oui, on a essayé quelques trucs qui étaient vraiment uniques à l'époque, et pendant presque toute la première année, c'était juste moi, le seul employé de l'entreprise. J'étais l'ingénieur back-end, l'ingénieur front-end, j'étais le designer, j'étais le responsable du support client. J'étais aussi le gars en charge du marketing, à devoir créer toutes les formulations et les annonces. Je lançais des concours pour promouvoir VK et ça a plutôt bien fonctionné. C'était une expérience vraiment incroyable. Faire tout ce travail m'a donné des connaissances sur tous les aspects possibles qu'on retrouve dans une plateforme de réseau social. Aussi une bonne idée de tout ce qu'une seule personne peut faire. Exactement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aime penser que je suis un chef de projet et un product manager qui est efficace chez Telegram, parce que je n'accepterai rien d'autre que des délais ambitieux de la part de mes coéquipiers. Si par exemple, quelqu'un me dit « Oh, j'ai besoin de 3 semaines pour faire ça », je répondais « J'ai construit la première version de VK en seulement 2 semaines. Pourquoi t'aurais besoin de 3 semaines ?» On dirait que c'est quelque chose que tu pourrais réaliser en seulement 3 jours, et tu veux 3 semaines, et pendant le reste des 3 semaines, tu comptes faire quoi, à part ces 3 jours-là? Et enfin, toute l'équipe me connaît, tu vois? Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive vraiment, aujourd'hui chez Telegram, à avancer à un super rythme chaque mois. Et il y a plein de fonctionnalités qu'on lance et qui sont très importantes. Et en fait, je pense qu'on dépasse vraiment tous les autres dans ce secteur par rapport, en fait, à ce que les autres font en peu de temps, il me semble. Donc oui, cette expérience-là, ça a été précieux. Pour ce qui est de la stack, alors, eh bien, j'ai commencé avec PHP et MySQL sur Debian Linux, mais très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'optimise ça. J'ai commencé à utiliser Memcached et les serveurs Apache ne suffisaient plus, donc on a dû mettre en place Nginx. Et en fait, mon frère habitait encore en Allemagne à ce moment-là, donc il n'a pas pu beaucoup m'aider pendant la première année de construction de VK. Parfois, je réussissais à le joindre par téléphone. Et à cette époque, j'utilisais encore un de ces vieux téléphones à fil. Pour l'appeler, je disais « Je fais quoi? Comment j'installe Nginx? Je suis pas un gars qui utilise Linux ?» Et bon, alors, s'il était de très bonne humeur et pas trop occupé ce jour-là, il me montrait comment faire ou le configurer lui-même. Mais souvent, je devais compter uniquement sur moi-même. Et le fait qu'il soit là, ça a vraiment aidé quand on a commencé à évoluer rapidement et à faire évoluer le projet. Parce qu'au début, en fait, tu te rends compte qu'un seul serveur ne suffit pas. J'ai dû en acheter un autre, puis encore un autre, et encore un autre. Et la base de données devait être sur un serveur différent. Ensuite, il faut diviser la base de données en tables. Après, il faut trouver un moyen d'organiser toutes les tables de ces bases de données selon des critères qui aient du sens, et tout ça sans nuire à l'expérience utilisateur. Et tu sais, à partir du moment où on a dépassé le million d'utilisateurs, et genre plus d'une douzaine d'observateurs, eh bien, survivre sans l'apport de mon frère, en termes de gestion de l'aspect évolutif, est devenu vraiment impossible. Je me souviens lui avoir demandé de revenir. Je lui ai dit, tu dois m'aider avec ce truc, ça commence à devenir vraiment gros. Le pire, c'est en fait que depuis qu'on est devenu populaire, quelqu'un a commencé à faire
des attaques par des DOS sur nous, comme ça arrive tout le temps. Je vois. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont venus nous voir et qui voulaient acheter une part de VK. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une journée de négociation, les attaques des DOS s'intensifiaient. Donc il a fallu qu'on trouve un moyen de lutter contre ça. Et en fait, je me souviens de nombreuses nuits blanches à essayer de comprendre comment faire. Donc voilà, c'était ton introduction à tous les types de mauvais acteurs, au DDoS et au business. Puis plus tard, tu découvres qu'il existe un truc qu'on appelle la politique, et encore plus tard, la géopolitique. Mais là, on est dans les premières étapes. Ça, ce n'est pas juste créer des trucs sympas, c'est devoir faire face, comme tu dois le faire maintenant avec Telegram, à des flots de mauvais acteurs qui essaient de tester les limites du système, qui essaient de le casser. Alors malheureusement, si on n'avait pas de mauvais acteurs ni de pression, ce serait le meilleur job au monde. Tu te contenterais de créer. Ouais, ouais. Et donc, avec l'aide de ton frère, comme tu l'as mentionné avec Nginx, et le sharding des tables, une partie des problèmes est de nature algorithmique. C'est presque comme de l'informatique théorique, donc ce n'est pas juste une question d'acheter plus d'ordinateurs. Mais en fait, c'est de comprendre comment faire marcher tout ça de manière algorithmique, super rapidement. C'est en partie des maths. Une autre partie, c'est de l'ingénierie pure, mais en partie, ce sont des maths. Ouais. Donc à ce stade, je pouvais gérer les notions de base. Je pouvais un peu mieux comprendre comment intégrer l'évolutivité dans la base de code et comment charder mes tables dans la base de données où je pouvais en fait inclure Memcached directement au lieu de faire des requêtes à la base. C'était assez facile parce qu'à l'époque, c'était encore du PHP. À partir du moment où mon frère est revenu d'Allemagne, je crois que c'était vers 2008, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut rendre ça encore plus efficace? Et est-ce que ce serait possible de le rendre super rapide et en même temps de nécessiter moins de serveurs pour gérer la charge? Et il m'a dit oui, mais le PHP ne suffit pas. En fait, il faudrait que je réécrive la plus grande partie de tes données en C et en C++. J'ai dit d'accord, faisons ça. Et il a invité un de ses amis pour l'aider. Et ce type est un autre champion absolu, tu vois? Il a gagné le concours mondial de programmation 2 fois de suite. Et donc, ils ont mis au point le premier moteur de données personnalisé, qui était vraiment beaucoup plus efficace que de se contenter de MySQL et même cached parce que il était plus spécialisé et aussi de plus bas niveau. Donc ils ont réécrit en C et C++. Une grande partie, oui. Par exemple, la recherche, le moteur de pub, parce que VK avait des publicités ciblées. Ils ont construit ça. C'était très efficace ce qu'ils ont fait. Finalement, la partie messagerie privée et la partie message public. Puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de sites web en ligne qui se chargeaient plus vite que VK. Ah, sympa. Et je me souviens qu'en 2009, je suis allé à la Silicon Valley et j'ai rencontré Mark Zuckerberg. C'était la première fois que je le rencontrais avec certains des autres membres principaux de l'équipe initiale de Facebook. Rappelle-toi que Facebook n'avait alors que 4 ou 5 ans. Et tout le monde me demandait comment ça se fait que même dans la Silicon Valley, VK arrive quand même à se charger plus vite que Facebook. Tout semble apparaître instantanément sur ton site. C'est quoi le secret? C'était une des choses qui les a rendus vraiment tous très curieux. Et ça a toujours été important pour toi d'avoir une latence très faible pour que ça se charge rapidement. Parce que c'est une des choses pour lesquelles Telegram est vraiment connu. Même avec des connexions pourries et tout le reste, ça fonctionne super vite. Tout est rapide. C'est vraiment l'une des idées technologiques fondamentales. On privilégie la rapidité. En fait, on pense vraiment que les gens peuvent remarquer la différence, même si ce n'est que 50 millisecondes. La différence est subconsciente. Ça nous permet aussi, non seulement
d'être plus rapide et réactif, mais aussi d'être plus efficace en termes d'infrastructure et de coûts. Parce que si ton code s'exécute plus vite, ça veut dire que tu as besoin de moins de ressources informatiques pour l'exécuter. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun risque à rendre les choses plus rapides, et c'est vraiment pour ça, en fait, qu'on a toujours été très attentif lors du recrutement. Je n'embauche quelqu'un que si je suis absolument certain que c'est vraiment la meilleure option. Parce que si tu engages quelqu'un qui est peut-être un peu distrait ou inexpérimenté, tu peux te retrouver avec des inefficacités dans ton code de base, ce qui peut entraîner des pertes de dizaines de millions de dollars. Et pense à la responsabilité. Par exemple, si on passe à aujourd'hui, en quittant l'époque de VK, Telegram est utilisé par plus d'1 milliard de personnes. Il l'ouvre des dizaines de fois chaque jour. Imagine que l'application s'ouvre avec un petit délai, disons un retard, d'une demi-seconde. Multiplie ça par des dizaines de fois, par 1 milliard. Ce sont des siècles, des millénaires perdus pour l'humanité, sans aucune vraie raison, autre que la négligence. C'est super important à comprendre et tellement réfléchi. En fait, si tu es juste un peu négligent en tant que développeur, tu peux introduire des inefficacités qui seront très difficiles à repérer. Parce que tu ne sais pas que ça pourrait aller plus vite. Le code ne te crie pas. Ça pourrait être beaucoup plus rapide. Donc tu dois, en tant qu'artisan, être très attentif quand tu écris le code et te demander en permanence est-ce que ça peut être fait de manière plus efficace? Et ça peut être vraiment des toutes petites choses parce qu'elles se propagent dans tout le code. Donc tu as raison, oui, il y a un vrai coût à avoir un développeur négligent n'importe où, dans l'entreprise en fait. Car il peut introduire cette inefficacité et les autres développeurs ne le verront pas. Ils vont juste supposer que ça doit être comme ça. Donc, en fait, il y a une vraie responsabilité pour chaque développeur qui construit n'importe quel composant d'une appli comme Telegram. Se demander en permanence, d'accord, est-ce que cela peut être fait plus efficacement? Et aussi, est-ce que ça peut être fait plus simplement? Et c'est un des aspects les plus beaux, presque une forme d'art dans la programmation. Tu crois pas? Oh oui, parce que, en fait, quand tu réussis à trouver un moyen qui permet de simplifier les choses, de les rendre plus efficaces, eh bien, tu te sens incroyablement heureux, fier Oui, et accompli. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je me souviens de quelques moments dans ma carrière où licencier un ingénieur a en fait entraîné une augmentation de la productivité. Disons que tu as 200 ingénieurs, ils travaillent tous sur l'appli et qu'ils n'y arrivent tout simplement pas. En fait, ils n'arrivent pas à suivre le rythme du calendrier de sortie des fonctionnalités et à ce moment-là, tu te dis, il va probablement falloir que j'en engage un troisième. Mais ensuite, tu remarques que l'un d'entre eux est vraiment bizarre, qu'il prend du retard sur le planning, qu'il se plaint parfois, qu'il n'assume pas ses responsabilités. Tu te demandes, dois-je licencier cette personne? Et alors tu la licencies. Au bout de quelques semaines, tu te rends compte que tu n'as en fait jamais eu besoin du troisième ingénieur. Le vrai problème, c'était ce type qui, en fait, créait beaucoup plus de problèmes. Il en créait plus qu'il n'en résolvait. Et, tu vois, c'est tellement contre-intuitif parce que, tu sais, dans le développement de projets tech, on a souvent tendance à penser qu'il suffit de mettre plus de gens sur quelque chose et que les problèmes se résolvent miraculeusement, de même, juste parce qu'il y a plus de gens, et ça veut dire plus d'attention. Eh bien, non. en fait, c'est encore une fois extrêmement puissant. Tu sais, Steve Jobs parlait des A-players et des B-players, et il se passe quelque chose. Quand tu as des B-players, un peu comme les personnes dont tu parles, dans une équipe, ils peuvent d'une manière ou d'une autre ralentir tout le monde. Ils démotivent tout le monde. Et c'est très contre-intuitif. Que, en gros, une partie du travail pour créer une super équipe, c'est d'éliminer les B-players, mais c'est pas juste embaucher plus de gens en général, c'est trouver les A-players, entre guillemets, et éliminer les personnes qui ralentissent les choses. Oh oui, parce que l'autre chose que les gens ne réalisent pas, en fait, c'est à quel point c'est démotivant de travailler avec un B-player. Tout le monde peut savoir si l'autre personne
En fait, si l'autre ingénieur avec qui il travaille est vraiment compétent, et si c'est très visible quand la personne n'est pas compétente, qu'elle pose les mauvaises questions et qu'elle prend du retard. Et à un certain moment, si tu es un hey player, alors tu ressens cette profonde insatisfaction. En fait, tu ressens ce sentiment de ne pas pouvoir réaliser ton plein potentiel et d'accomplir ce que tu es vraiment censé accomplir. Tout ça à cause de cette personne qui travaille à côté de toi ou qui fait semblant de travailler à côté de toi. Et d'ailleurs, dans certains cas, ce n'est pas parce que la personne est paresseuse. Mais dans certains cas, c'est que leur capacité mentale, leur aptitude intellectuelle n'est pas au niveau. C'est pas une question d'expérience. Mais en fait, le plus souvent, c'est une question de talent naturel et de persévérance. Et je dirais que dans 90% des cas, c'est simplement l'incapacité à se concentrer sur une tâche pendant une longue période. Tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, pour les personnes qui ont cette capacité, c'est une insulte de travailler aux côtés de quelqu'un qui est distrait et qui est incapable de plonger profondément dans tous les projets dont il est responsable.